Oh, voilà notre pauvre petite, dit Patricia avec ce sourire étudié qui était le sien, celui qui n'atteignait jamais tout à fait ses yeux, alors que j'entrais dans la salle à manger de leur domaine de Westchester ce mardi soir de mars. J'avais 32 ans, j'étais mariée à son fils Michael depuis 5 ans, et j'avais entendu une variation de cette phrase à chaque dîner de famille mensuel depuis plus longtemps que je ne voulais m'en souvenir. Mais ce soir-là, elle m'a touchée différemment parce que je savais quelque chose qu'ils ignoraient, quelque chose qui allait tout changer, bien que je ne sois pas encore prête à le partager. Je les regardais faire un geste vers ma place habituelle, au bout de leur table en marbre italien importé, l'endroit le plus éloigné du chef de table où le père de Michael, Robert, présidait ses réunions comme une sorte de conseil d'administration déguisé en moment familial. La famille Hastings avait de l'argent, le genre de vieille fortune qui provenait de 3 générations de développement immobilier réussi à Manhattan, le genre qui payait la collection d'art de Patricia, le hobby de voitures de collection de Robert et le penthouse de leur fille Vanessa à Tribeca. Ils ne me laissaient jamais oublier que je venais d'un milieu différent. Mes parents étaient un professeur d'école publique et un comptable dans l'Ohio, de bonnes personnes qui travaillaient dur et m'avaient envoyé dans une université d'État où j'avais étudié l'informatique, et d'une manière ou d'une autre, à leurs yeux, cela faisait de moi une personne inférieure, quelqu'un à tolérer, parce que leur fils m'aimait, mais jamais tout à fait accepté comme une égale. Michael me serra la main alors que nous nous asseyions, ce geste d'excuse que j'avais appris à reconnaître comme sa façon de dire qu'il savait que sa famille était difficile, mais qu'il ne pouvait pas tout à fait se résoudre à me défendre, pas d'une manière qui comptait. Ce qu'il ne savait pas, ce que j'avais soigneusement caché lors de ces dîners mensuels dans leur maison coloniale de 7 chambres, c'est que le petit boulot, sur lequel il me posait toujours des questions avec une condescendance à peine dissimulée, était en fait une start-up technologique que j'avais cofondée il y a 6 ans, une entreprise qui était maintenant dans les dernières étapes d'un accord d'acquisition qui mettrait 2,1 millions de dollars sur mon compte en banque d'ici quelques semaines. Mais ce soir-là, comme tous les autres soirs des 5 dernières années, j'ai souri poliment et accepté leur cruauté subtile, leurs blagues sur mes robes de chez Target, ma voiture pratique et mes origines de classe moyenne, parce que j'avais appris que parfois la plus douce des victoires ne vient pas en se défendant sur le moment, mais en laissant les gens révéler exactement qui ils sont avant de leur montrer qui vous avez toujours été. Avant de continuer l'histoire, merci de vous abonner. Je dois atteindre les 1 000 abonnés pour pouvoir vous apporter chaque jour des histoires comme celle-ci. Pour vous, ce n'est qu'un clic, mais pour moi, cela signifie énormément. Je me souviens de la première fois que je suis entrée dans cette maison, à l'époque où Michael et moi sortions ensemble depuis seulement 8 mois, et où il était encore nerveux à l'idée de me présenter à sa famille, espérant encore qu'il verrait ce qu'il voyait en moi, au lieu de simplement comptabiliser tout ce qui me manquait selon leurs critères particuliers de valeur. C'était un dîner du dimanche en septembre, et la lumière du début de l'automne filtrait à travers leurs baies vitrées de cette manière dorée qui donnait l'impression que tout sortait d'un magazine d'architecture, ce dans quoi leur maison avait probablement figuré à un moment donné, connaissant la fierté de Patricia pour le travail de son décorateur d'intérieur. J'avais choisi ma tenue avec soin, une robe bleu marine que j'avais achetée spécialement pour l'occasion dans un grand magasin et qui, selon moi, trouvait le juste équilibre entre l'élégance et le convenable, bien que j'ai appris plus tard que Patricia l'avait immédiatement identifiée comme du prêt-à-porter à prix modeste, avait probablement reconnu la marque et fait le calcul mental de ce que je pouvais me permettre par rapport à ce que Vanessa aurait porté. La sœur de Michael était là ce soir-là avec son petit ami de l'époque, un analyste de chez Goldman Sachs, et elle portait ce que j'ai appris plus tard être une robe portefeuille Diane von Furstenberg, qui coûtait plus cher que mon loyer. Robert m'avait serré la main avec la poigne ferme d'un homme habitué à évaluer les gens dans les 30 premières secondes,
Et j'ai vu quelque chose changer dans ses yeux quand Michael a mentionné que j'étais allée à Ohio State, une université d'État, pas exactement le pedigree de l'Ivy League qui pendait à leur arbre généalogique comme des décorations. Les questions avaient commencé immédiatement pendant les apéritifs. Les demandes apparemment innocentes de Patricia sur ma famille, mes origines, où j'avais grandi, ce que faisaient mes parents. Chaque réponse que je donnais ayant l'air de confirmer quelque chose qu'ils avaient déjà suspecté sur mon inadéquation pour leur fils. Quand ils ont posé des questions sur mon travail et que j'ai expliqué que je travaillais dans une start-up technologique, que je faisais partie de l'équipe fondatrice qui développait un logiciel de visualisation de données, Robert avait souri avec indulgence et dit Oh, un de ces petits trucs de la tech, comme c'est intéressant, sur un ton qui montrait clairement qu'il considérait cela comme un hobby plutôt qu'une carrière. Rien à voir avec le sérieux des affaires de développement immobilier ou le poste de Vanessa dans sa prestigieuse société financière. Michael avait pris ma main sous la table, la serrant dans ce que j'ai reconnu plus tard comme une excuse plutôt qu'un soutien, et quand sa mère a fait un commentaire sur mes chaussures pratiques et a suggéré que je parle à Vanessa de ses adresses de shopping, il avait juste ri maladroitement et changé de sujet plutôt que de lui dire que le commentaire était inapproprié. J'ai quitté ce dîner avec un nœud dans l'estomac, et Michael avait dit dans la voiture sur le chemin du retour « Ça s'est bien passé, ils t'ont bien aimé ». Et quand j'ai souligné les commentaires de sa mère sur mes vêtements et le mépris de son père pour ma carrière, il avait utilisé la phrase qui allait devenir sa réponse standard au cours des 5 années suivantes, la phrase qui allait en venir à représenter tout ce qui n'allait pas dans la façon dont il gérait le traitement que sa famille me réservait. Ils sont comme ça, avait-il dit, comme si leur cruauté désinvolte était un phénomène météorologique que nous devions simplement endurer plutôt qu'un choix qu'il faisait à chaque mot méprisant. Et je l'aimais assez à l'époque pour croire qu'il avait peut-être raison, que j'étais peut-être trop sensible, que c'était peut-être simplement ainsi que les familles riches fonctionnaient, et que j'avais besoin d'avoir la peau plus dure pour faire partie de ce monde d'où il venait. La planification du mariage a commencé en janvier, 3 mois après que Michael m'ait demandé en mariage avec la bague de sa grand-mère lors d'un week-end dans les Berkshires, et j'aurais dû savoir, dès le moment où Patricia m'a invité à déjeuner à son country club pour discuter des détails, que les 6 prochains mois seraient une masterclass en humiliation subtile déguisée en générosité. Elle avait commandé pour nous deux, sans me demander ce que je voulais, une sorte de salade aux poires et au fromage de chèvre qui coûtait 28 $ selon le menu, puis s'était lancée dans sa vision du mariage, avec la supposition tacite que cette vision deviendrait réalité, peu importe ce que j'aurais pu imaginer pour mon propre jour. Quand j'ai mentionné que mes parents voulaient contribuer et avaient économisé 15 000 $ pour ce moment, l'expression de Patricia s'était transformée en quelque chose qui ressemblait à de la pitié mêlée de condescendance. Et elle a dit « Oh, comme c'est gentil, c'est un geste charmant. Nous pourrons certainement trouver quelque chose de significatif à leur faire couvrir. » Sur un ton qui montrait clairement que 15 000 $ suffisaient à peine à payer les fleurs, selon elle. L'incident de la liste de mariage s'est produit en mars chez Bloomingdale's, où Vanessa avait insisté pour que nous y allions ensemble. Et j'avais sélectionné des articles pratiques dont Michael et moi avions réellement besoin pour l'appartement dans lequel nous emménagions, de la batterie de cuisine de bonne qualité, un aspirateur et des draps avec un nombre de fils raisonnable, et j'ai regardé les sourcils de Vanessa monter de plus en plus haut à chaque scan du pistolet à prix jusqu'à ce qu'elle dise finalement « Sarah, tu sais que tu peux mettre des choses plus belles sur la liste, les gens s'attendent à dépenser de l'argent pour les cadeaux de mariage. » Et quand j'ai expliqué que c'était de belles choses, des articles de parfaite qualité qui nous serviraient bien, elle avait ri et dit « Des choix si pratiques, quelle économie !» Et ce mot, économique, a atterri comme une pierre parce que nous savions toutes les deux qu'elle voulait dire bon marché, voulait dire pauvre, voulait dire pas à la hauteur des standards de la famille dans laquelle je me mariais. Noël, cette première année de mariage, est arrivé avec toute la cruauté subtile emballée dans du joli papier et des rubans,
la famille Hastings réunie autour de leur sapin de 12 pieds que Patricia avait fait décorer par un professionnel sur un thème qu'elle décrivait comme l'élégance hivernale. Et j'ai regardé Vanessa ouvrir boîte après boîte d'articles de créateurs, une écharpe Burberry, des bottes Tory Burch et un sac à main Kate Spade. Tandis que ma pile se composait d'un livre de cuisine, d'un cadre photo et d'une carte cadeau Target, avec un mot de Patricia disant qu'elle pensait que j'apprécierais de pouvoir choisir les articles pratiques dont tu as besoin. Michael m'avait serré la main et murmuré Je me rattraperai plus tard, comme si le message clair de sa famille sur ma valeur pouvait être compensé par un cadeau privé, comme si l'étalage public de leur jugement n'était pas exactement le but. J'avais commencé à me jeter dans le travail à la start-up avec une intensité qui avait surpris même mon cofondateur Alex. Restant tard dans notre petit bureau dans un entrepôt reconverti à Brooklyn, codant jusqu'à ce que mes yeux me brûlent et que mon dos me fasse mal, construisant des fonctionnalités pour notre plateforme de visualisation de données qui gagnait lentement, mais sûrement des clients dans le secteur des logiciels d'entreprise. Quand je rentrais à notre appartement et que Michael me demandait comment s'était passée ma journée, je restais vague sur les détails, en partie parce qu'il ne semblait pas très intéressé par les aspects techniques de ce que je construisais, et en partie parce que j'apprenais que ma vie professionnelle était le seul domaine où j'avais une valeur indépendante de l'évaluation de sa famille, et je voulais protéger cet espace de leur dénigrement. Michael me parlait de sa journée dans l'entreprise de développement immobilier de son père où il était préparé pour un partenariat. Et quand j'essayais de partager mes propres victoires, un nouveau client signé ou une fonctionnalité lancée avec succès, il hochait la tête et disait C'est super, chérie, avec le même enthousiasme distrait que l'on accorderait à un enfant vous montrant un dessin au crayon de cire. La phrase Il ne le pense pas comme ça est devenue sa réponse standard chaque fois que j'évoquais le traitement de sa famille, un bouclier qu'il utilisait pour dévier plutôt que pour défendre, et je me suis retrouvée à le dire de moins en moins parce que quel était l'intérêt de nommer une blessure qui ne serait qu'expliquée comme un malentendu plutôt que reconnue comme un tort. Notre dîner pour notre 2e anniversaire de mariage au domaine des Hastings est tombé un jeudi de juin, et je me souviens être entrée dans cette salle à manger avec les épaules déjà tendues parce que j'avais alors appris à me préparer à l'inévitable évaluation de mon inadéquation de la soirée, et bien sûr, Robert a ouvert avec Alors Sarah, tu es toujours dans ta petite entreprise? Avec l'accent sur le mot petite, qui montrait clairement qu'il considérait mon travail comme une phase temporaire plutôt qu'une vraie carrière. Quelque chose dont je finirais par me lasser une fois que j'accepterais un vrai travail avec des avantages sociaux et un titre qu'il pourrait expliquer à ses partenaires de golf. Patricia menait une campagne depuis des mois pour me suggérer d'envisager des carrières plus stables. Et ce soir-là, devant le bar du Chili qui coûtait plus cher que ce que je dépensais en une semaine pour mes courses, elle s'est lancée dans l'histoire de la fille de son amie, qui avait abandonné le droit des sociétés pour devenir enseignante, et à quel point il était épanouissant d'avoir des étés de congé et de bons avantages sociaux. Le sous-entendu étant que je devrais abandonner ma start-up pour quelque chose de respectable et de sûr, quelque chose qu'elle pourrait comprendre et donc valoriser. Vanessa est arrivée en retard dans sa Mercedes, celle que sa société financière avait louée pour elle dans le cadre de sa rémunération, et elle s'est excusée à bout de souffle avant d'annoncer qu'elle venait d'avoir la confirmation de sa promotion et que son nouveau salaire serait de 180 000 $. Et j'ai regardé les visages de la famille s'illuminer de fierté et de reconnaissance alors que Robert levait son verre et que Patricia se levait même pour embrasser sa fille. Ce chiffre concret qu'ils pouvaient célébrer parce qu'il correspondait à leurs critères de réussite, c'était quantifiable et impressionnant et venait d'une institution qu'ils respectaient. Michael m'a serré la main sous la table et je savais qu'il voulait que ce soit un réconfort. Mais cela ressemblait plus à une excuse,
comme s'il comprenait que sa famille démontrait une fois de plus que les réalisations de sa sœur comptaient d'une manière que les miennes ne compteraient jamais. Et quand Robert m'a demandé directement Et toi, tu gagnes combien? Ces temps-ci, Sarah? J'ai vu le visage de Michael se crisper d'inconfort, mais il n'a toujours rien dit. Et j'ai donné ma réponse vague habituelle sur la rémunération en start-up étant compliquée avec des actions et un salaire variable, ce qui était vrai, mais aussi pratique, parce que cela me permettait de cacher le fait que mon salaire de base était en fait de 75 000 plus des actions qui prenaient de la valeur chaque trimestre. Je travaillais des semaines de 60 heures à ce moment-là, notre entreprise ayant gagné une traction sérieuse auprès de grandes entreprises clientes qui payaient des contrats annuels à 5 chiffres pour notre plateforme de visualisation de données, et je rentrais à la maison épuisée mais dynamisée par les problèmes que je résolvais et le produit que je construisais. Seulement pour que Michael me demande si j'étais sûre de vouloir continuer à pousser si fort, si ce n'était peut-être pas le moment de considérer si cette affaire de start-up était vraiment durable à long terme. Et j'ai réalisé qu'il avait absorbé le doute de sa famille sur mon travail, qu'il avait commencé à se demander si ce que je construisais avait une valeur réelle ou si je poursuivais simplement avec obstination quelque chose qui finirait par échouer et donnerait raison à sa famille. Je restais parfois couchée la nuit et composais le discours dans ma tête, le moment où je leur dirais à tous que notre entreprise venait de clôturer un tour de financement qui nous valorisait à 2 millions de dollars, que je possédais 12% de quelque chose de réel et en croissance, que des capitals risqueurs croyaient en ce que nous créions même si la famille Hastings ne le ferait jamais, mais le matin venait et je décidais à nouveau de garder le silence. En partie parce que je savais qu'ils trouveraient un moyen de diminuer même cette réussite, et en partie parce que je commençais à réaliser que leur reconnaissance n'était pas réellement ce dont j'avais besoin, que me prouver à des gens qui avaient déjà décidé que je ne valais rien était un jeu que je ne pourrais jamais gagner. L'invitation pour Martha's Vineyard est arrivée en mai de notre 3e année de mariage, un carton de couleur crème avec l'écriture parfaite de Patricia, annonçant la semaine annuelle de la famille dans leur maison de plage à Edgartown, et en bas, elle avait ajouté une note manuscrite qui disait « Sarah, tu es la bienvenue si tu peux gérer les dépenses. Nous savons que l'argent peut être un problème. » Et j'avais fixé ces mots, sentant la brûlure familière de l'humiliation mêlée à quelque chose de nouveau, une sorte de colère froide qui commençait à se calcifier dans ma poitrine. Michael avait lu l'invitation par-dessus mon épaule et avait immédiatement commencé à expliquer que sa mère ne le pensait pas comme ça, qu'elle essayait juste d'être prévenante envers notre budget, mais nous savions tous les deux que ce n'était pas vrai, que le message était clair. J'étais autorisée à assister à leurs vacances familiales tant que je pouvais prouver que je n'étais pas un fardeau financier, tant que je pouvais me permettre de suivre leur style de vie pendant 7 jours. La location de la maison de plage coûtait 4 000 $ pour la semaine, répartie entre les enfants adultes, et Patricia m'avait envoyé un email séparé avec un décompte détaillé des dépenses prévues, le coût de la maison, plus les courses, plus les activités, plus les dîners au restaurant, estimant ma part à environ 3 000 $ au total, et elle avait terminé l'email par « Fais-moi savoir si c'est gérable pour toi, nous détesterions que tu te sentes sous pression, et si nécessaire, nous pourrions discuter d'un plan de paiement ou peut-être que Robert et moi pourrions aider à couvrir une partie de ta part. » J'avais répondu dans l'heure en disant que je transférerais ma part complète immédiatement, ce que j'ai fait, 3 300 $ envoyés par virement bancaire le jour même, de l'argent qui provenait de mon propre compte d'épargne, qui contenait le salaire que j'avais tranquillement accumulé pendant que mon entreprise grandissait. Et j'ai ressenti une satisfaction sombre en sachant que je pouvais passer leur test alors qu'ils ignoraient complètement que mon compte d'épargne personnel contenait plus de 70 000 $ et que ma participation dans l'entreprise valait maintenant près de 300 000 $ sur le papier après notre récente levée de fonds. La semaine à Martha's Vineyard a été tout ce que j'attendais, belle et atroce à parts égales, de longues journées sur des plages privées
et des dîners dans des restaurants où Patricia connaissait les propriétaires par leur nom, et chaque fois qu'une addition arrivait, Robert faisait tout un cinéma pour calculer les parts, et Michael me disait tranquillement qu'il couvrirait la mienne, et j'insistais pour payer ma propre part, tandis que ses parents échangeaient des regards qui disaient qu'ils supposaient que Michael me couvrait de toute façon, et étaient juste polis à ce sujet. Le pire moment est arrivé le troisième soir alors que nous étions tous sur la terrasse après le dîner, les adultes buvant du vin pendant que le soleil se couchait sur l'eau, et Robert a commencé à parler d'une transaction immobilière que son entreprise était en train de conclure. Et naturellement, cela a mené à une discussion sur les taux d'intérêt et les conditions du marché. Et j'ai commencé à apporter une observation sur les tendances de l'immobilier commercial que j'avais lu pour l'analyse de marché de notre entreprise, quand Patricia a littéralement posé sa main sur mon bras et a dit « Oh Sarah, c'est probablement trop technique. Pourquoi ne m'aides-tu pas à débarrasser les assiettes à dessert? » Et j'ai regardé le visage de Michael alors qu'il ne s'opposait pas, alors qu'il laissait sa mère m'écarter de la conversation comme si j'étais une enfant qui ne pouvait pas suivre une discussion d'adulte. Et je suis rentrée à l'intérieur, et je me suis tenue devant l'évier de la cuisine, et j'ai pris la décision de ne pas dire à ces gens, quand notre entreprise atteindrait 500 000 de revenus le mois suivant, de ne pas partager cette étape ou toute autre, de ne pas leur donner l'occasion de diminuer ce que je construisais. Le surnom a commencé quelque temps cet automne-là. Bien que je ne puisse pas situer le moment exact où j'ai cessé d'être Sarah pour devenir notre pauvre dans le lexique de la famille Hastings, mais je me souviens de la première fois que Patricia l'a dit devant d'autres personnes au dîner de Thanksgiving, alors qu'elle avait invité un autre couple de leur country club et qu'elle faisait les présentations dans le hall d'entrée. Elle m'a désignée avec son verre de vin et a dit avec un rire éclatant: et voici Sarah, la femme de Michael, notre pauvre. Et l'autre couple avait souri poliment, ne sachant pas comment répondre à ce qui ressemblait à une blague, mais qui sonnait comme une classification, une étiquette permanente qui définissait ma place dans la hiérarchie familiale. Michael se tenait juste à côté de moi, et il avait fait ce qu'il faisait toujours, ce demi-rire gêné, suivi d'un pivot immédiat pour demander si quelqu'un voulait plus de vin, et je suis restée là avec un sourire figé sur le visage, me demandant s'il comprenait ce qui venait de se passer, s'il saisissait que sa mère venait de me présenter à des étrangers en annonçant ma pauvreté perçue comme ma caractéristique déterminante, me réduisant à une chute de blagues avant même que ces gens ne connaissent mon nom. Le surnom a rapidement pris après ça, utilisé avec une telle désinvolture qu'il semblait presque affectueux si l'on n'écoutait pas le ton sous-jacent. Et Patricia disait des choses comme « Nous ne pouvons pas aller à ce restaurant. C'est trop cher pour notre pauvre. » ou « Notre pauvre ne connaît probablement pas la saison mondaine des Hamptons. » Toujours avec ce rire qui était censé signaler qu'elle plaisantait, mais qui ne l'était jamais vraiment. Et Vanessa l'a repris aussi, envoyant des textos à Michael comme « Est-ce que la pauvre vient à l'anniversaire de maman? » Comme si je n'avais plus de nom, comme si mon identité avait été entièrement absorbée par ce rôle qu'ils avaient créé pour moi. J'étais au milieu de la période la plus excitante de ma vie professionnelle, travaillant avec notre directeur financier Alex et notre PDG pour préparer les réunions de financement de série A, répétant notre pitch à des sociétés de capital risque intéressées par notre plateforme de visualisation de données qui servait maintenant 40 entreprises clientes et générait près d'1 million de dollars de revenus annuels. Et je passais mes journées dans des salles de conférences à parler de pénétration de marché, de projection de croissance et d'avantages concurrentiels avec des gens qui me prenaient au sérieux en tant que leader technique et bâtisseuse d'entreprise. Puis j'allais au dîner de la famille Hastings où Patricia m'appelait littéralement la pauvre en face. Alex était devenue ma plus proche confidente au travail, la seule personne qui savait comment la famille me traitait, et elle n'arrêtait pas de me pousser à leur dire la vérité, à leur faire savoir que je n'étais pas un cas social, mais plutôt une dirigeante de la tech à succès, dont la participation en action valait plus que ce que la plupart des gens gagnaient en une décennie. Mais je ne pouvais pas le faire,
et je n'étais pas entièrement sûre pourquoi, sauf qu'une partie de moi avait besoin de savoir qui me respecterait sans preuve, qui me traiterait avec dignité, même quand il pensait que je n'avais rien. Michael et moi nous sommes disputés à ce sujet un soir, après un dîner de famille particulièrement brutal, où Robert m'avait qualifié de parente pauvre à 3 reprises. Et j'ai demandé à Michael pourquoi il ne corrigeait jamais sa famille, pourquoi il les laissait me réduire à ce surnom, et il a dit qu'il ne pensait rien de mal, qu'il plaisantait juste, et j'ai réalisé qu'il ne comprenait vraiment pas la cruauté de la chose, qu'il avait grandi dans un monde où traiter quelqu'un de pauvre était juste une observation plutôt qu'une insulte, où catégoriser les gens par leur statut financier était aussi naturel que de commenter la météo. Et son aveuglement à ce sujet me faisait presque plus mal que le surnom lui-même. Le Noël de la 4e année est arrivé avec le genre de froid glacial qui rendait le domaine des Hastings encore plus imposant, chaque fenêtre brillant de chaleur contre l'obscurité de décembre, leur allée circulaire bordée de luminarias que Patricia avait engagé quelqu'un pour arranger, parce que bien sûr qu'elle l'avait fait, et Michael et moi sommes arrivés dans notre modeste berline, à côté de la nouvelle BMW de Vanessa, qui coûtait probablement plus que ce que je gagnais en un an, du moins d'après ce qu'il savait, et je portais les cadeaux que nous avions soigneusement sélectionnés, rien de trop cher, car cela semblerait que nous en faisions trop, rien de trop bon marché, car cela confirmerait tout ce qu'il croyait déjà de moi. L'échange de cadeaux a eu lieu après le dîner dans le salon formel avec son immense sapin qui avait été décoré professionnellement dans la palette de couleurs signature de Patricia, crème et or, et j'ai regardé Vanessa ouvrir ses cadeaux de Robert et Patricia, une montre Cartier qui devait coûter au moins 15 000 $, un sac à main en cuir avec un logo de créateur que je reconnaissais des boutiques devant lesquelles nous passions, mais n'entrions jamais. Puis Patricia m'a tendu mon cadeau avec ce sourire qu'elle utilisait, celui qui était censé paraître chaleureux mais n'atteignait jamais ses yeux, et j'ai déballé le paquet pour trouver un livre de cuisine intitulé Recevoir avec un petit budget et un ensemble de torchons de chez Home Goods, et le contraste était si frappant, si délibérément cruel, que j'ai senti mes mains trembler en la remerciant et en disant que c'était très attentionné. Robert a porté son toast annuel avant le dessert, debout en bout de table avec son scotch levé, parlant de la famille et du succès et de sa fierté pour les accomplissements de l'année écoulée, et il les a passés en revue un par un, la promotion de Michael au poste d'associé principal au cabinet, le rôle de Vanessa dans la gestion d'un portefeuille de 40 millions de dollars, même l'acceptation de leur plus jeune fils David au programme de MBA de Wharton, puis ses yeux m'ont complètement ignoré alors qu'il levait son verre et disait « Aux membres prospères de notre famille », et tout le monde a bu sauf moi, car j'étais assise là à penser au fait que j'étais maintenant la directrice de la technologie d'une entreprise de 32 employés, que je venais de diriger la due diligence technique pour un tour de financement de série A qui valorisait notre entreprise à 5 millions de dollars, que ma participation en action valait 1,2 million de dollars sur le papier, et ces gens portaient un toast au succès, tout en m'excluant délibérément de la catégorie des êtres humains qui réussissent. Le trajet de retour a été silencieux, jusqu'à ce que nous nous garions dans notre allée, et que je me tourne vers Michael pour lui demander sans détour pourquoi il ne m'avait pas défendu, pourquoi il avait laissé son père porter ce toast sans m'inclure. Pourquoi il était resté assis là à boire pendant que sa famille montrait clairement que j'étais l'échec parmi eux? Et Michael a dit ce qu'il disait toujours, qu'il ne le pensait pas comme ça, que j'étais trop sensible. Et quelque chose en moi s'est brisé parce que j'ai réalisé qu'il le croyait vraiment, qu'il croyait que le traitement de sa famille à mon égard était normal. Et j'ai dit ta famille a dépensé 15 000 $ pour la montre de ta sœur et m'a donné des torchons, Michael. Ton père a porté un toast aux membres de la famille qui ont réussi et m'a regardé sans me voir. À quel moment est-ce que ça cesse d'être de la sensibilité et que ça commence à être la réalité? Et il n'avait pas de réponse. Il est juste resté assis là sur le siège du conducteur, l'air mal à l'aise, jusqu'à ce que je sorte de la voiture et entre,
Et je me suis tenue dans notre cuisine en tenant ce ridicule livre de cuisine à petit budget, en pensant à la lettre d'intention que j'avais enfermée dans mon bureau au travail, celle qui disait que mon entreprise valait des millions et que j'étais un élément clé de cette valeur, et j'ai pris la décision ce soir-là que j'en avais fini de protéger ces gens de la vérité sur qui j'étais réellement. Janvier a apporté le genre de clarté froide qui rend tout plus net, plus réel, et j'étais assise dans une salle de conférence aux murs de verre au 32e étage d'un immeuble de bureaux du centre-ville, regardant le port gelé tandis que trois associés d'un grand conglomérat technologique passaient en revue leurs propositions d'acquisition diapositive par diapositive, et les chiffres qu'ils montraient me rendaient les mains engourdies, même si la pièce était parfaitement climatisée. 8 millions de dollars pour notre entreprise, avec un accord structuré, de sorte que ma part après impôts et paiements aux investisseurs serait de 2,1 millions de dollars, et je devais garder un visage professionnel et engagé, pendant que mon cerveau tournait en boucle autour de ce chiffre comme si c'était quelque chose que je pouvais tenir si seulement j'y pensais assez fort. Les pourparlers d'acquisition avaient commencé discrètement début janvier, lorsque leur équipe de développement d'entreprise nous avait contactés par l'intermédiaire de nos investisseurs de série A, et nous étions en négociation confidentielle depuis 3 semaines maintenant, signant des accords de non-divulgation, partageant des données financières sensibles et ayant des conversations sur les calendriers d'intégration et les packages de rétention, et tout cela semblait surréaliste d'une manière que je ne pouvais pas tout à fait assimiler, parce que je vivais dans deux réalités complètement différentes, l'une où j'étais une cadre supérieure négociant un accord de plusieurs millions de dollars et une autre où j'étais encore la pauvre au dîner de famille des Hastings. Nous avions un dîner de famille prévu pour ce jeudi-là, la même semaine où j'avais accepté de faire une interview avec Forbes pour un article qu'il préparait sur les sorties de start-up technologiques réussies par des fondateurs de moins de 35 ans. Et je me suis assise à la table parfaitement dressée de Patricia pendant qu'elle servait son repas élaboré habituel et faisait ses commentaires habituels, cette fois sur le fait que je devais vraiment mieux réseauter. Si je voulais faire avancer ma carrière, comment elle avait une amie dont la fille avait obtenu un poste merveilleux dans un cabinet de conseil grâce aux bonnes relations, comment il n'était jamais trop tard pour commencer à construire des relations professionnelles qui comptent. Et j'ai hoché la tête poliment en pensant à la lettre d'intention dans mon sac qui évaluait mes relations professionnelles à 8 millions de dollars. Vanessa était là avec ses habituelles fausses modesties, parlant de sa récente promotion au poste de vice-présidente dans son entreprise, des nouveaux comptes qu'elle gérait, du bureau d'angle qu'elle allait avoir avec vue sur le Common, et Patricia n'arrêtait pas de dire à quel point elle était fière, comment Vanessa se faisait vraiment un nom, et Robert a levé son verre pour porter un toast au succès de sa fille pendant que je coupais mon poulet et calculais que mon paiement d'acquisition serait près de 10 fois le salaire annuel de Vanessa. Et le secret ressemblait à quelque chose de physique à l'intérieur de ma poitrine, devenant plus lourd et plus solide à chaque commentaire condescendant qu'il faisait. L'interview de Forbes était prévue pour lundi. Le journaliste avait déjà fait des recherches préliminaires et voulait parler de l'histoire de la fondation de l'entreprise, de mes innovations techniques, du processus d'acquisition, et j'avais accepté en partie parce que c'était bon pour ma réputation professionnelle, mais surtout parce qu'une partie de moi voulait qu'il y ait une trace, un compte-rendu public de ce que j'avais réellement accompli pendant que cette famille m'appelait leur cas social. Et je savais que l'article serait publié dans 3 semaines, et j'ai pris la décision consciente de n'en avertir aucun d'entre eux, de ne pas leur donner de préavis, de les laisser le découvrir de la même manière qu'ils avaient découvert tout le reste sur moi, par accident et trop tard pour prétendre qu'ils avaient su depuis le début. L'interview de Forbes a eu lieu un mardi matin dans leur bureau du centre-ville, avec des baies vitrées donnant sur le quartier financier, et la journaliste était une femme nommée Jennifer Chen, qui avait fait ses recherches, qui avait lu nos livres blancs techniques et parlé à nos investisseurs et comprenait clairement ce que nous avions construit d'une manière que Robert, Patricia et Vanessa n'auraient jamais pu.
Elle a commencé par me demander de raconter l'histoire de la Fondation depuis le début, comment nous avions identifié la lacune sur le marché des solutions de sécurité des données d'entreprise, comment j'avais construit l'architecture initiale dans mon appartement tout en ayant un autre travail, comment nous étions passés de 3 personnes dans un espace de coworking à 32 employés avec des clients majeurs et une acquisition en attente. Je me suis retrouvée à parler librement d'une manière que je ne faisais jamais au dîner de famille des Hastings, expliquant les innovations techniques qui rendaient notre produit unique, les défis de leadership liés à la croissance d'une équipe, les négociations avec les capital riskers qui avaient initialement sous-estimé une femme CTO, et Jennifer hochait la tête, prenait des notes et posait des questions de suivi qui montraient qu'elle se souciait réellement des réponses. À un moment donné, elle a dit: Alors, vous avez construit toute cette entreprise pendant que vos beaux-parents pensaient que vous étiez au chômage? Car apparemment, elle avait fait suffisamment de recherches pour trouver quelques mentions sur les réseaux sociaux. Et j'ai ri et dit: Pas au chômage, juste sans succès. Et elle a noté cela avec un sourire entendu qui suggérait qu'elle avait déjà entendu des histoires comme celle-ci. L'interview a duré 2 heures et comprenait une séance photo avec un photographe professionnel qui m'a positionné devant un mur de code que mon équipe avait écrit, et Jennifer m'a dit que l'article serait publié dans 3 semaines dans le cadre de leur dossier sur les sorties de start-up technologiques réussies par des entrepreneurs de moins de 35 ans, et elle a dit que mon histoire était exactement le genre de récit qu'ils voulaient mettre en avant. Une fondatrice qui avait construit quelque chose d'important sans les avantages habituels des relations dans l'industrie ou de l'argent de la famille. Et j'ai signé les autorisations et suis retournée à mon bureau avec l'impression d'avoir allumé la mèche de quelque chose qui ne pouvait plus être éteint. La date de publication était fixée au 15 mars, et j'ai regardé mon calendrier et j'ai vu que le dîner de famille mensuel des Hastings était prévu pour le 17 mars, 2 jours après la mise en ligne de l'article, et j'ai fait le choix délibéré à ce moment-là de ne pas leur dire, de ne pas leur donner d'avertissement ou de préparation, de les laisser découvrir ce que j'avais construit de la même manière qu'ils avaient en découvert tout le reste sur moi, par accident et avec une surprise totale. Michael ne saisissait toujours pas pleinement l'ampleur de ce qui se passait, même si je lui avais parlé des pourparlers d'acquisition, car lorsque j'ai mentionné l'interview de Forbes, il a dit C'est super, chérie, sur le même ton qu'il utilisait lorsque je lui parlais d'une bonne journée de travail. Et j'ai réalisé qu'il ne pouvait vraiment pas me concevoir comme le genre de personne qui fait la une de Forbes. Sa compréhension de moi était encore trop façonnée par l'évaluation de sa famille. Et une partie de moi en était triste, mais une autre partie de moi était curieuse de voir sa réaction lorsque l'article serait publié avec ma photo, mon titre et le prix d'acquisition de 8,2 millions de dollars épelé en toutes lettres. Les négociations d'acquisition se sont intensifiées en février avec des avocats, des banquiers et des équipes de due diligence passant au peigne fin chaque aspect de notre entreprise. Et je travaillais des journées de 16 heures tout en me présentant au dîner de famille où Patricia demandait si j'avais envisagé de retourner à l'école pour quelque chose de plus pratique et Robert suggérait que je parle à Michael des opportunités dans son entreprise. Et je souriais, hochais la tête et comptais les jours jusqu'à la publication. Jusqu'au moment où toute leur compréhension de qui j'étais exploserait comme une bombe qu'ils n'auraient jamais vu venir. L'accord a été conclu le 7 mars dans une salle de conférence qui sentait le café cher et le cuir neuf, avec notre équipe juridique d'un côté de la table et leur équipe juridique de l'autre, et des papiers étalés partout nécessitant des signatures et des paraphes. Et j'ai signé mon nom 23 fois pendant que notre avocat principal nous guidait à travers chaque document, l'accord d'achat d'actifs, les contrats de travail, les clauses de non-concurrence et les arrangements de séquestre. Et lorsque la dernière signature a été apposée, l'associé principal de la société acquéreuse s'est levé, m'a serré la main et a dit « Félicitations, vous avez construit quelque chose de remarquable. » Et j'ai senti la réalité de la chose me frapper par vagues.
8,2 millions de dollars pour l'entreprise que nous avions bâtie à partir de rien, 2,1 millions de dollars comme ma part après impôts, paiements aux investisseurs et bonus des employés, et mon partenaire commercial Alex m'a prise dans une étreinte qui m'a soulevée du sol pendant que nos premiers employés applaudissaient et que quelqu'un faisait sauter une bouteille de champagne qui a giclé sur la table de conférence polie. Nous sommes sortis déjeuner dans un steakhouse absurdement cher où Alex a commandé une bouteille de vin qui coûtait plus cher que mon premier mois de salaire 5 ans auparavant, et nous avons porté un toast à l'entreprise, à l'équipe et au voyage insensé que nous avions fait ensemble. Et Alex a dit: Tu sais, le meilleur, c'est de te voir le dire à tes sales cons de beaux-parents. Parce que je lui avais tout raconté au fil des ans, chaque commentaire condescendant, chaque blague méprisante et chaque cruauté désinvolte, et elle m'encourageait à parler ou à couper les ponts depuis des années. Mais maintenant, elle a levé son verre et a dit: Ça va être tellement mieux que tout ce que tu aurais pu dire. Et j'ai ri et ressenti quelque chose comme de l'anticipation mêlée d'appréhension, parce que je savais que je devais encore rentrer à la maison et dire à Michael toute la vérité sur ce qui venait de se passer. Je suis rentrée chez moi dans l'après-midi de mars avec les documents signés dans mon sac et mon téléphone bourdonnant de messages de félicitations d'investisseurs, d'employés et de contacts de l'industrie. Et quand je suis entrée dans notre appartement, Michael était rentré plus tôt, assis sur le canapé avec son ordinateur portable, et j'ai dit: L'accord est conclu. Et il a levé les yeux, a souri et a dit: C'est super, chérie. Combien était ton bonus? Et j'ai réalisé qu'il pensait toujours que c'était un travail, pas une entreprise que j'avais cofondée et bâtie. Et je me suis assise à côté de lui et j'ai dit: Ce n'était pas un bonus, c'était une acquisition et ma part est de 2,1 millions de dollars. Et j'ai regardé son visage passer par la confusion, puis le choc, puis quelque chose comme de l'incrédulité, et il a dit: 2 millions de dollars, ta part? Et j'ai hoché la tête et il a dit: Pourquoi ne m'as-tu pas dit que c'était si gros? Et j'ai senti 5 ans de blessures accumulées monter dans ma gorge et j'ai dit doucement: Tu n'as jamais vraiment demandé, Michael. Tu as entendu ce que ta famille disait de mon petit boulot et de mon manque d'ambition et tu les as simplement crus. Tu n'as jamais demandé ce que je construisais réellement ou ce que ça valait. Et il m'a regardé comme s'il me voyait pour la première fois et je lui ai parlé de l'article de Forbes qui serait publié dans 8 jours, de l'interview, de la séance photo et du reportage sur les sorties de start-up technologiques réussies, et je lui ai dit que je n'avais pas prévenu sa famille, que j'allais les laisser le découvrir de la même manière qu'ils avaient découvert tout le reste sur moi, par accident et trop tard. Le dîner du 12 mars tombait 3 jours avant la publication en ligne de l'article de Forbes, et j'étais assise dans notre voiture devant le domaine des Hastings, les mains jointes sur mes genoux, ressentant quelque chose comme le calme avant la tempête, sachant que c'était la dernière fois que j'entrerais dans cette maison en tant que la personne qu'il pensait que j'étais, la belle fille sous-performante qui n'avait jamais été à la hauteur. Et Michael s'est penché et m'a serré la main en disant: Nous ne sommes pas obligés d'y aller si tu ne veux pas. Mais j'ai secoué la tête parce que je devais aller jusqu'au bout. Je devais assister à un dernier dîner avec leur cruauté désinvolte, en sachant ce qui allait arriver dans 72 heures. Patricia nous a accueillis à la porte, portant des perles et un pull en cachemire qui coûtait probablement plus que le loyer mensuel de la plupart des gens. Et elle a embrassé la joue de Michael et m'a jeté le coup d'œil habituel, qui parvenait à cataloguer et à rejeter toute mon apparence en un seul regard. Et elle a dit: Sarah, toujours avec le même blazer, je vois, tu devrais vraiment me laisser t'emmener faire du shopping un de ces jours. Et j'ai souri et dit: C'est gentil de ta part, Patricia, tout en pensant aux 2,1 millions de dollars qui se trouvaient sur mon compte en banque et au fait que je pourrais acheter une centaine de ces poules en cachemire sans regarder l'étiquette de prix. Robert était dans le salon avec un bourbon et il a serré la main de Michael avec une chaleur sincère et m'a fait un signe de tête qui se qualifiait à peine de reconnaissance. Et en moins de 5 minutes,
Il demandait à Michael des nouvelles d'une affaire au cabinet et lui parlait comme si je n'étais même pas dans la pièce, ce qui était la pratique habituelle, et je me suis assise sur le canapé de couleur crème que j'avais toujours eu un peu peur de toucher, et je les ai écoutés discuter des valeurs de l'immobilier commercial pendant que Patricia voletait, offrant des boissons et des canapés qui semblaient avoir été préparés par un traiteur qui facturait au centimètre carré. Vanessa est arrivée avec 20 minutes de retard, portant une robe de créateur que j'avais reconnue dans le Vogue du mois dernier et une expression d'excitation à peine contenue, et elle a embrassé ses parents, a serré Michael dans ses bras et m'a fait un sourire qui n'atteignait pas tout à fait ses yeux. Et avant même que nous nous asseyions pour le dîner, elle a annoncé « J'ai des nouvelles, j'ai eu la promotion. Ils m'ont nommée vice-présidente senior et je gagne maintenant 220 000 $ de base, plus les bonus. » Et Patricia a littéralement poussé un cri, et Robert s'est levé pour la serrer dans ses bras. Et Michael a félicité sa sœur pendant que j'étais assise là, me sentant invisible et pensant que le salaire de Vanessa était impressionnant, mais ne représentait encore que 10% de ce que j'avais gagné en une seule semaine lorsque l'acquisition avait été conclue. Le dîner était la performance habituelle d'excès culinaires de Patricia, des plats qui n'arrêtaient pas d'arriver pendant qu'elle expliquait d'où provenait chaque ingrédient et combien d'efforts avaient été consacrés à la préparation. Et quelque part, entre le bar du chili et le steak vieilli à sec, Robert s'est tourné vers moi et a dit « Sarah, as-tu réfléchi davantage à ce que tu veux faire de ta carrière? Car je pourrais probablement t'obtenir un entretien au cabinet de Michael pour un poste administratif, quelque chose avec des avantages et de la stabilité. » Et j'ai senti Michael se tendre à côté de moi, mais j'ai juste souri et dit « C'est généreux, Robert, mais je suis heureuse là où je suis. » Et Patricia est intervenue avec « Mais ma chérie, tu ne peux pas simplement dériver éternellement. Tu dois penser à ton avenir, à la sécurité. » Et elle l'a dit avec une telle préoccupation, une telle condescendance maternelle, comme si elle s'inquiétait vraiment pour mon bien-être plutôt que de me juger pour ne pas avoir répondu à ses normes. La cruauté a atteint son paroxysme pendant le dessert. Alors que Patricia servait quelque chose de français et compliqué impliquant des couches de chocolat et de feuilles d'or, et une de ses amies du country club a appelé et elle a mis le haut-parleur parce qu'elle n'avait aucune limite, et son amie Margaret a dit quelque chose à propos d'un gala de charité, et Patricia a ri et a dit « Oh, nous y serons certainement. Laisse-moi juste vérifier avec Michael et Vanessa puisqu'ils sont nos membres qui réussissent, hein, et nous emmènerons Sarah aussi. C'est notre cas social. » Et elle l'a dit comme si c'était une blague, comme si c'était un surnom familial affectueux plutôt qu'un couteau glissant entre mes côtes, et tout le monde a ri, sauf Michael qui avait l'air mal à l'aise, et moi, assise là avec un sourire figé sur mon visage pensant « Encore 3 jours, juste 3 jours de plus. » J'ai tenu bon pendant le café et les digestifs pendant que Robert racontait des histoires sur ses transactions immobilières, et Vanessa parlait de son nouveau bureau avec la vue d'angle, et Patricia planifiait leur été dans les Hamptons. Et pas une seule fois quelqu'un ne m'a posé une seule question de fond sur mon travail, ou ma vie, ou quoi que ce soit qui comptait pour moi. Et j'ai réalisé que c'était en fait le dîner final parfait. Cela cristallisait tout ce que j'avais enduré pendant 5 ans, chaque renvoi, chaque condescendance et chaque moment où j'avais été traitée comme si j'étais inférieure à eux. Et quand nous avons finalement dit au revoir et sommes retournés à la voiture, j'ai ressenti quelque chose comme du soulagement mêlé d'anticipation, et Michael a dit « Je suis désolée, ils ont été particulièrement odieux ce soir. » Et j'ai dit « Ce n'est pas grave, vraiment pas. » Et je le pensais parce que dans 72 heures, tout changerait et ils devraient affronter exactement qui ils avaient méprisé pendant une demi-décennie, et je suis rentrée en voiture en pensant à l'article de Forbes qui attendait d'être publié comme une bombe avec un compte à rebours, et je me sentais calme, certaine et prête pour tout ce qui allait suivre. L'article de Forbes a été mis en ligne à 6 heures du matin, le 15 mars, et je me suis réveillée avec mon téléphone qui bourdonnait déjà de textos de contacts de l'industrie et d'anciens collègues,
les félicitations affluant avant même que je ne sois sortie du lit. Et je suis restée allongée un moment à regarder les notifications s'accumuler, 15 messages, puis 20, puis 30. Et j'ai ouvert le site de Forbes et j'ai vu mon propre visage me regarder depuis l'article en vedette. Une photo professionnelle qu'ils avaient prise il y a 3 semaines où je portais mon blazer bleu marine et souriais vraiment, confiante et compétente, et le titre disait Comment cette fondatrice a réalisé une sortie de 8 millions de dollars en 5 ans, avec un sous-titre qui disait Sarah Chen sur le leadership en période de croissance rapide, la construction de l'excellence technique et la connaissance de sa propre valeur. J'ai lu l'article pendant que Michael dormait à côté de moi, et c'était étrange de voir ma propre histoire étalée sur papier. La journaliste avait tout capturé, de notre premier bureau miteux dans un espace de coworking autour de financement de série A jusqu'à l'acquisition finale, et elle m'avait abondamment cité sur le leadership technique, la culture d'entreprise et les défis de la mise à l'échelle de l'infrastructure, et là, dans le troisième paragraphe, se trouvait le détail que je savais le plus important pour la famille Hastings. La part de Chen dans l'acquisition s'élevait à 2,1 millions de dollars, un résultat remarquable pour une fondatrice pour la première fois qui a démarré le produit initial en travaillant les soirs et les week-ends. L'article comprenait des détails sur mon rôle de CTO, sur l'équipe d'ingénierie de 30 personnes que j'avais bâtie et dirigée, sur les solutions d'infrastructure innovantes que nous avions développées et qui nous avaient rendus attractifs pour les acquéreurs, et il y avait des citations de nos investisseurs sur ma vision technique et de notre PDG sur mon leadership, et la journaliste avait même inclus un encadré sur les femmes qui réussissent dans les sorties de start-up technologiques avec ma photo aux côtés de fondatrices dont je reconnaissais les noms de TechCrunch et Wired. Michael s'est réveillé vers 7 heures et je lui ai montré l'article, et il l'a lu sur mon téléphone pendant que j'observais son visage, et il n'arrêtait pas de faire défiler, comme s'il ne pouvait pas tout à fait croire tout ce qu'il voyait, et quand il a terminé, il m'a regardé et a dit « C'est incroyable, Sarah, ils ont vraiment capturé ce que tu as construit. » Et j'ai ressenti une bouffée de fierté, mêlée à quelque chose comme une revanche, parce que mon propre mari voyait enfin l'image complète de ce que j'avais accompli. Je me suis préparée pour le travail pendant que d'autres messages arrivaient, des félicitations d'Alex et d'autres membres de l'équipe, des notes d'investisseurs, même un message de notre partenaire d'acquisition disant que l'article générait un bon buzz, et j'ai mis le même blazer bleu marine que sur la photo, et je suis allée à notre bureau en pensant que quelque part à Greenwich, Patricia prenait probablement son café du matin et lisait ses flux d'actualités habituels, et je me demandais combien de temps il faudrait pour que quelqu'un dans son cercle voie l'article et le lui envoie, parce que c'est comme ça que ces choses fonctionnaient dans son monde, l'information voyageant à travers les réseaux d'amis du country club, de membres de conseils d'administration de charité et de gens qui lisaient Forbes au petit déjeuner. J'ai passé ma matinée au travail, des réunions sur la planification de la transition et le transfert de connaissances à la société acquéreuse. Et mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer de félicitations, de demandes d'interview et de messages de personnes dont je n'avais pas eu de nouvelles depuis des années. Et je vérifiais périodiquement le site de Forbes et regardais l'article grimper dans leur liste de tendances. Et à midi, il avait été partagé 3000 fois sur les réseaux sociaux, et je savais qu'il n'y avait aucune chance que la famille Hastings ne l'ait pas encore vu, aucune chance qu'ils puissent encore ignorer que la belle-fille qu'ils avaient rejetée comme leur cas social avait bâti et vendu une entreprise de plusieurs millions de dollars, tout en assistant à leur dîner mensuel et en absorbant leur cruauté désinvolte, et j'ai attendu que mon téléphone sonne avec un appel de Patricia ou de Robert ou même de Vanessa, mais le seul appel que j'ai reçu de cette famille venait de Michael à 2 heures de l'après-midi, disant Ma mère vient de m'appeler. Elle a vu l'article. Ils veulent que nous venions dîner demain soir. L'appel de Michael est arrivé à 2h14 de l'après-midi. Alors que j'étais en réunion sur le plan de transition technique, j'ai vu son nom s'afficher sur mon écran et je me suis excusée pour le prendre dans le couloir. Et quand j'ai répondu, il a dit « Sarah, ma mère vient d'appeler.
Elle est hystérique. Elle a vu l'article de Forbes. Et il y avait quelque chose dans sa voix qui était à la fois du choc et ce qui aurait pu être de la fierté. Et il a dit: Mon père a appelé juste après, et Vanessa, ils l'ont tous vu, tout le monde l'a vu. Et je me suis appuyée contre le mur dans le couloir à l'extérieur de la salle de conférence, et j'ai senti mon rythme cardiaque s'accélérer, même si je savais que ce moment allait arriver, que je l'attendais, et j'ai dit: Qu'est-ce qu'ils ont dit? Et Michael a expiré lentement et a dit: Ma mère pleurait, elle pleurait vraiment, elle n'arrêtait pas de dire qu'elle n'avait aucune idée, qu'elle ne comprenait pas comment c'était arrivé. Et mon père m'a envoyé un email avec l'article en pièces jointes, comme si je ne l'avais pas vu. Et Vanessa a appelé et a demandé si c'était vrai, si les chiffres étaient réels, si tu avais vraiment gagné 2 millions de dollars. J'ai fermé les yeux et j'ai imaginé Patricia dans sa cuisine immaculée avec son café du matin, probablement encore dans sa robe de chambre en soie, ouvrant son téléphone pour trouver un message d'une de ses amies du country club, Margaret ou Diane, ou l'une des autres femmes qui peuplaient son cercle social soigneusement choisi, quelqu'un envoyant l'article avec un message comme N'est-ce pas ta belle-fille? Et Patricia cliquant sur le lien et voyant mon visage et ce titre et lisant sur l'acquisition et l'innovation en matière d'infrastructure et le versement de 2,1 millions de dollars. Et j'ai imaginé ses mains trembler en faisant défiler l'article, voyant détail après détail sur un succès qu'elle n'aurait jamais imaginé que je sois capable d'atteindre. Et je me suis demandé si elle ressentait de la honte ou juste du choc ou un mélange complexe des deux. Michael a dit: Ils veulent que nous venions dîner demain soir. Ma mère l'a demandé spécifiquement. Elle a dit que c'était important que nous venions. Et j'ai ressenti quelque chose comme de la satisfaction mêlée d'appréhension parce que je savais qu'il y aurait une explication, mais une partie de moi avait espéré l'éviter un peu plus longtemps. Laisser la réalité de ce qu'ils avaient fait s'installer sans avoir à les affronter directement, et j'ai dit: A-t-elle dit autre chose? Et Michael est resté silencieux un moment, puis il a dit: Elle a demandé pourquoi tu ne leur avais jamais dit, pourquoi tu les avais laissés penser que tu avais des difficultés, et mon père a dit que nous devions en parler en famille. Et j'ai failli rire de ça parce que maintenant, soudainement, nous étions une famille qui avait besoin de parler. Maintenant que j'avais prouvé ma valeur en des termes qu'ils pouvaient comprendre, en dollars et en articles de Forbes et en reconnaissance publique. J'ai demandé à Michael s'il voulait y aller, et il a dit: Je pense que nous devrions, je pense que tu as gagné le droit de les affronter avec ça. Et j'ai apprécié qu'ils disent que je l'avais gagné, qu'ils positionnaient cela comme ma victoire plutôt que leur humiliation. Et je lui ai dit que j'y réfléchirais et que nous pourrions en parler quand je rentrerais à la maison. Et j'ai mis fin à l'appel et je suis restée dans le couloir 1 minute de plus, juste à respirer et à assimiler le fait qu'il savait que le secret que j'avais porté pendant 5 ans à travers des dîners mensuels et des cruautés désinvoltes était maintenant de notoriété publique, et je me sentais soulagée et anxieuse et prête et terrifiée tout à la fois. Je suis retournée à ma réunion et j'ai essayé de me concentrer sur la documentation technique et les protocoles de transfert de connaissances, mais mon téléphone n'arrêtait pas de vibrer dans mon sac avec des messages et des notifications. Et à 4 heures, j'ai finalement vérifié et j'ai vu que je n'avais rien reçu directement de Patricia ou de Robert ou de Vanessa, pas un seul texto ou appel ou email, juste le rapport de Michael sur leur réaction. Et j'ai réalisé qu'ils ne pouvaient pas se résoudre à me contacter directement. Ils avaient besoin du tampon de leur fils. Ils avaient besoin du dîner de demain comme cadre formel où ils pourraient contrôler le récit et gérer leurs réponses. Et j'ai compris que cet évitement était en soi une sorte d'aveu, une reconnaissance qu'ils s'étaient si fondamentalement trompés sur moi qu'ils ne savaient même pas comment commencer la conversation. Nous sommes allés à Greenwich à 6h30 le soir du 16 mars, et j'ai passé tout le trajet de 40 minutes à essayer de me préparer à ce qui allait se passer, et Michael n'arrêtait pas de me jeter des coups d'œil depuis le siège du conducteur en me demandant si j'allais bien,
et je lui ai dit que j'allais bien même si mon estomac était noué par les nerfs, et l'anticipation est quelque chose qui ressemblait au moment avant de sauter dans l'eau froide, quand on sait que ça va arriver, mais qu'il faut quand même se forcer à le faire. Le domaine des Hastings avait la même apparence que d'habitude lorsque nous avons franchi les portes en fer, la pelouse parfaitement entretenue et la demeure de style Colonial Revival avec ses colonnes blanches et ses volets noirs. Mais tout semblait différent alors que nous nous approchions de la porte d'entrée, et j'ai réalisé que pour la première fois en 5 ans, je n'abordais pas cette maison comme la parente pauvre, comme le cas social qu'ils toléraient parce que leur fils m'aimait, et ce changement dans ma propre compréhension interne a changé la façon dont je tenais mon corps en gravissant ces marches de pierre familières. Patricia a ouvert la porte avant que nous puissions frapper, et elle avait l'air d'avoir vieilli de 5 ans en 36 heures depuis la publication de l'article de Forbes. Ses yeux étaient rougis et son maquillage n'était pas aussi impeccable que d'habitude. Et elle a dit « Sarah, Michael, merci d'être venu », d'une voix si dépourvue de sa confiance habituelle que j'ai presque eu pitié d'elle. Et quand elle s'est avancée comme si elle allait me serrer dans ses bras, je suis restée où j'étais et j'ai juste hoché la tête et dit « Patricia ». Et je l'ai regardé enregistrer ce petit rejet et reculer. La maison était silencieuse d'une manière qu'elle n'était jamais habituellement. Pas de musique en fond sonore, pas de bruit de préparation du dîner venant de la cuisine, juste un silence inconfortable qui semblait lourd et plein d'attente. Et Patricia nous a conduits à la salle à manger formelle où Robert et Vanessa étaient déjà assis à table, l'air d'assister à un enterrement plutôt qu'à un dîner de famille. Et Robert s'est levé quand nous sommes entrés et m'a tendu la main, me serrant la main comme si j'étais une associée commerciale plutôt que sa belle-fille, et il a dit « Sarah, ravi de te voir ». Et je lui ai serré la main et l'ai regardé droit dans les yeux, et j'ai dit « Robert ». Et je l'ai vu tressaillir légèrement à mon ton. Vanessa est restée assise et m'a fait un sourire crispé et a dit « Salut Sarah ». Et il n'y avait aucune de sa supériorité habituelle dans sa voix, juste une sorte de malaise stupéfait, et j'ai dit « Vanessa ». Et j'ai pris ma place à la table dans la chaise que j'avais occupée pendant 5 ans de dîner mensuel, et il m'a frappé à quel point cette pièce semblait différente maintenant. Comment le lustre antique, les couverts formels et les peintures à l'huile des ancêtres Hastings sur les murs avaient toujours été destinés à me rappeler que je n'appartenais pas à ce monde de vieilles fortunes et de richesses héritées. Mais maintenant, j'étais assise là, en sachant que j'avais construit quelque chose qu'ils n'auraient jamais pu construire, que j'avais gagné mon succès, plutôt que de l'hériter. Et cela a tout changé dans la façon dont j'occupais l'espace dans cette pièce. Patricia a fait apporter le premier plat et nous sommes restés assis dans un silence atroce pendant que des bols de soupe à l'oignon française étaient placés devant nous. Et j'ai regardé Robert prendre sa cuillère, la reposer et s'éclaircir la gorge. Et finalement, Patricia a dit « Alors, nous avons vu un article intéressant hier. » Et sa voix essayait d'être décontractée, mais se situait quelque part plus près de l'attention. Et j'ai pris une gorgée d'eau et j'ai dit « Oui, l'article de Forbes a été publié mardi. » Et j'ai gardé un ton égal et factuel, comme si nous discutions de la météo plutôt que de la révélation publique qui avait brisé toute leur compréhension de qui j'étais. Et Robert s'est penché en avant et a dit « Sarah, pourquoi ne nous as-tu pas parlé de ton succès, de ce que tu avais construit ?» Et il y avait quelque chose dans sa voix qui aurait pu être une confusion sincère, comme s'il ne pouvait vraiment pas comprendre pourquoi je n'avais pas partagé cette information avec eux. Et j'ai posé mon verre d'eau et je l'ai regardé directement et j'ai dit « J'ai essayé de vous le dire plusieurs fois au fil des ans, mais vous n'étiez pas intéressé à entendre parler de mon travail. » Et j'ai regardé son visage changer alors qu'il essayait de traiter cela, et Patricia a dit « Que veux-tu dire? Nous avons toujours posé des questions sur ton travail. » Et j'ai senti quelque chose de vif et de clarifiant me traverser, et j'ai dit « Vous avez demandé si j'étais toujours dans ma petite entreprise, vous avez suggéré que je cherche quelque chose de plus stable, vous avez offert d'aider Michael à me trouver un poste dans une vraie entreprise. » Et j'ai utilisé leurs propres mots,
les leur est renvoyé à travers la table comme des cartes abattues dans un jeu, et le visage de Patricia est devenu pâle, et elle a dit « J'essayais juste d'être utile ». Et j'ai hoché la tête et j'ai dit « À Noël, il y a 3 ans, quand l'entreprise a atteint notre premier jalon de revenus majeurs, j'ai mentionné que nous étions en croissance, et Robert a demandé si cela signifiait que je pourrais enfin gagner un salaire décent. Et quand j'ai essayé d'expliquer ce que nous construisions, il a changé de sujet pour parler de la prime de fin d'année de Vanessa. Robert a posé sa cuillère, et j'ai vu que sa main tremblait légèrement, et il a dit « Je ne me souviens pas de ça ». Mais sa voix disait qu'il commençait à se souvenir, à reconstituer tous les moments où il m'avait rejeté, ou avait parlé par-dessus moi, ou avait redirigé les conversations loin de mon travail parce qu'il avait supposé que cela ne valait pas la peine d'en discuter, et j'ai dit « À Thanksgiving il y a 2 ans, j'ai mentionné que nous étions en pourparlers d'acquisition, et Patricia m'a dit de ne pas trop espérer, parce que la plupart des startups échouent. » Et Patricia a fait un petit bruit et a pressé sa serviette sur ses lèvres, et Vanessa a dit « Nous ne savions pas que c'était une entreprise si sérieuse, tu n'as jamais dit que ça valait des millions. » Et je me suis tournée pour la regarder et j'ai dit « J'étais la CTO dirigeant une équipe de 30 ingénieurs. Qu'est-ce que tu pensais que cela signifiait? » Et Vanessa n'avait pas de réponse à cela. Et Michael s'est penché et a posé sa main sur mon bras et a dit « Ma famille a fait des suppositions sur la carrière de Sarah. Parce qu'ils ne pouvaient pas voir au-delà de leur propre définition du succès, ils l'ont rejetée à plusieurs reprises, et elle a cessé d'essayer de les faire comprendre. » Et je me suis sentie reconnaissante pour ces mots, même s'ils étaient arrivés 5 ans trop tard. Et Robert a dit nous nous sommes terriblement trompés sur toi. Nous t'avons jugé en fonction de l'école où tu es allé et d'où tu venais plutôt que sur tes véritables accomplissements. Et c'était la chose la plus proche d'une excuse que j'avais entendue de sa part, mais cela semblait encore incomplet, semblait encore qu'il décrivait une erreur de jugement plutôt qu'un schéma de cruauté. Et j'ai dit « Vous m'avez appelée la pauvre à chaque réunion de famille pendant 3 ans. Vous m'avez présenté à vos amis comme votre cas social. Vous m'avez fait me sentir sans valeur dans cette maison pendant une demi-décennie. » Et ma voix n'a pas tremblé, même si je disais des choses que je n'avais jamais dites à voix haute auparavant. Et Patricia a commencé à pleurer et a dit « Oh mon Dieu, Sarah, je suis tellement désolée. » Les larmes de Patricia semblaient sincères, mais elles avaient aussi l'air d'arriver avec 5 ans de retard, et je l'ai regardée pleurer dans sa serviette tandis que Robert restait assis là, l'air de quelqu'un à qui on venait d'expliquer qu'il avait été cruel sans s'en rendre compte. Vanessa fut celle qui brisa le silence en disant « Nous ne savions pas que c'était si important, tu agissais comme si c'était juste un travail ordinaire. » Et je me suis tournée vers elle, sentant quelque chose de froid et de clair s'installer dans ma poitrine, et j'ai dit « Tu n'as jamais demandé, Vanessa, tu as supposé. » Et elle a ouvert la bouche puis l'a refermée, et j'ai continué. Tu as supposé que parce que j'étais allée dans une université d'État au lieu de Yale, je ne devais pas être aussi intelligente que toi. Tu as supposé que parce que mes parents n'étaient pas riches, je ne devais pas avoir d'ambition. Tu as supposé que parce que je ne travaillais pas dans la finance ou l'immobilier, je ne devais pas avoir de succès. Et tu n'as jamais remis en question ces suppositions. Et le visage de Vanessa est devenu rouge, et elle a dit « Ce n'est pas juste, tu ne nous as jamais corrigés. » Et j'ai ri. Et ce n'était pas un son aimable. Et j'ai dit « J'ai essayé de vous corriger des dizaines de fois, mais vous n'écoutiez pas. Vous étiez trop occupé à parler de votre propre carrière et de vos propres réalisations pour entendre quoi que ce soit que je disais sur la mienne. » Et Patricia a dit « Nous plaisantions juste avec toi, Sarah. C'était des taquineries familiales. Nous ne voulions pas te blesser. » Et je l'ai regardée droit dans les yeux et j'ai dit « Pendant 5 ans, Patricia, tu m'as appelée la pauvre pendant 5 ans. Tu m'as présentée à tes amis comme votre cas social. Tu as fait des commentaires sur mes vêtements, mes origines et mon éducation à chaque réunion de famille. Et quand j'essayais de parler de mon travail, tu changeais de sujet ou tu suggérais que je cherche quelque chose de plus stable.
Ce ne sont pas des taquineries, c'est de la cruauté. Et le mot est resté en suspens dans l'air entre nous, et j'ai regardé Patricia tressaillir comme si je l'avais giflée. Et Robert a dit: Nous avions tort. Nous avions incroyablement tort sur toi, et j'essaye de comprendre pourquoi tu ne nous as pas dit la vérité sur ton succès. Et j'ai senti la main de Michael se resserrer sur mon bras, et il a dit: Parce que vous avez clairement montré que vous n'étiez pas intéressé par sa vérité. Vous avez clairement montré que vous aviez déjà décidé qui était Sarah et que rien de ce qu'elle disait n'allait changer vos esprits. Et je me suis sentie reconnaissante pour ces paroles, même si je ressentais aussi de la colère qu'il ne les ait pas dites des années plus tôt. Et j'ai regardé Robert et j'ai dit: J'ai gardé le silence en partie parce que vous m'aviez fait sentir que mon travail n'avait pas d'importance, mais aussi parce que je voulais voir qui croirait en moi sans preuve, qui me traiterait avec respect avant de savoir que j'avais de l'argent, et vous avez tous échoué à ce test. Et j'ai regardé cette phrase atterrir, et je les ai vus réaliser que j'avais mené une expérience pendant 5 ans, que je les avais observés tout autant qu'ils m'avaient jugé, et Vanessa a dit: Ce n'est pas juste, tu nous testais. Et j'ai dit: Oui, et vous avez tous échoué à plusieurs reprises, et maintenant vous savez ce que ça fait. Patricia m'a regardée à travers ses larmes et a dit: Nous avons été terribles avec toi, Sarah. Nous avons été cruels et méprisants et nous t'avons fait te sentir mal accueillie dans cette famille. Et sa voix était chargée d'un remords sincère. Et Robert s'est éclairci la gorge et a dit: J'ai été un snob. Je t'ai jugé injustement sur la base de critères qui n'avaient rien à voir avec ta valeur ou tes accomplissements réels, et j'ai profondément honte de la façon dont je t'ai traité. Et ces mots semblaient formels et guindés, mais je pouvais voir qu'il les pensait. Je pouvais voir qu'il était en train de faire face à son propre comportement pour peut-être la première fois, et Vanessa était restée assise là, les bras croisés et le visage rouge, et... Finalement, elle a dit: Je suis désolée aussi. Mais sa voix était tendue, et je pouvais dire que sa fierté était blessée, qu'une partie d'elle était encore en train d'assimiler le fait que j'avais eu plus de succès qu'elle depuis le début, et j'ai apprécié qu'elle ait au moins prononcé les mots, même s'ils ne lui venaient pas facilement. Et je suis restée assise là à les regarder tous les trois, et je n'ai pas ressenti la vague de satisfaction que j'avais imaginé pouvoir ressentir à ce moment-là. Au lieu de cela, je me sentais fatiguée et triste, et étrangement vide, et j'ai dit: J'apprécie vos excuses, mais j'ai besoin que vous compreniez que ce n'est pas seulement une question d'argent ou de succès commercial, c'est le fait que vous ne m'avez jamais vu, vous n'avez jamais essayé de me voir, vous avez décidé qui j'étais le premier jour où vous m'avez rencontré, et rien de ce que j'ai fait ou dit pendant 5 ans n'a changé vos esprits. Et Patricia a hoché la tête et a dit: Tu as absolument raison, nous ne t'avons pas vu. Nous ne voulions pas te voir parce que cela nous aurait obligés à remettre en question nos propres hypothèses sur ce qui rend une personne précieuse. Et j'ai senti quelque chose changer légèrement à ces mots, parce qu'il suggérait qu'elle comprenait réellement ce qu'elle avait fait de mal. Et Robert a dit: Comment pouvons-nous avancer à partir de là? De quoi as-tu besoin de notre part? Et j'ai réfléchi attentivement à cette question avant de répondre, et j'ai dit: J'avais besoin que vous me voyiez pour qui je suis réellement, pas pour ce que vous supposiez que j'étais. Et maintenant que vous connaissez la vérité sur ma carrière, j'ai besoin que vous compreniez que ma valeur n'a pas été créée par l'article de Forbes ou l'acquisition. Elle existait avant que vous ne le sachiez, et elle aurait existé même si l'entreprise avait échoué. Et je les ai regardés assimiler cela, et Vanessa a dit doucement: Tu as raison, et je pense que c'est ce qui rend cela si inconfortable, réaliser que nous nous sommes trompés sur toi tout ce temps. Et j'ai hoché la tête et j'ai dit: Ce à quoi ressemble un véritable soutien familial, c'est de croire en quelqu'un avant qu'il n'ait de preuves, de poser des questions parce qu'on est sincèrement intéressé plutôt que par politesse, de défendre quelqu'un quand les autres le rabaissent, et je n'ai rien reçu de tout cela de votre part. Et Patricia a dit: Que pouvons-nous faire pour regagner ta confiance? Et j'ai dit:
Cela dépend si vous pouvez me traiter avec respect à l'avenir, car je ne reviendrai pas à des dîners où l'on me fait sentir inférieure. Je ne me soumettrai plus à ce traitement, peu importe vos excuses de ce soir. Et Robert a dit, c'est juste, c'est plus que juste. Et j'ai dit, je ne suis pas intéressée par la vengeance ou par le fait de vous faire sentir mal, mais je ne suis pas non plus intéressée à faire comme si les 5 dernières années n'avaient pas eu lieu. Donc, si nous devons avoir une relation à l'avenir, elle doit être basée sur le respect mutuel, ou je préférerais avoir de la distance. Et je les ai regardés absorber mes conditions, et j'ai senti la main de Michael serrer la mienne sous la table. Nous sommes rentrés chez nous en silence, et ce n'était pas le silence confortable que nous avions partagé dans les premières années de notre mariage, c'était le silence lourd de deux personnes qui savaient toutes deux que nous devions avoir une conversation difficile et qu'aucune d'entre nous ne voulait être la première à la commencer. Et quand nous sommes entrés dans notre appartement, Michael s'est tourné vers moi et a dit « Nous devons en parler ». Et j'ai hoché la tête, et nous nous sommes assis sur le canapé de notre salon, et je l'ai regardé, et j'ai senti 5 ans de douleur accumulée monter dans ma poitrine, et j'ai dit « Tu les as laissés me diminuer, Michael. Pendant 5 ans, tu as laissé ta famille me traiter comme si j'étais inférieure à eux, et tu n'as rien fait pour l'arrêter. » Et j'ai regardé son visage se décomposer, et il a dit « Je sais, mon Dieu, Sarah, je sais. » Et j'ai réfléchi à cette prise de conscience tout au long du dîner ce soir. Et sa voix était chargée d'un remords sincère, mais je n'étais pas prête à le laisser s'en tirer si facilement. Et j'ai dit, chaque mois, nous allions à ces dîners, et chaque mois, il faisait des commentaires sur mes origines, mon éducation et ma carrière, et tu restais simplement assis là, où tu avais ce rire gêné, où tu changeais de sujet, mais tu ne leur as jamais dit d'arrêter. Et Michael a passé ses mains dans ses cheveux et a dit « Tu as raison, tu as absolument raison, et je n'ai pas de bonne excuse pour ça, sauf de dire que j'ai absorbé le système de valeurs de ma famille sans jamais le remettre en question. J'ai grandi en croyant que l'argent, le statut, certaines écoles et certaines carrières étaient ce qui rendait une personne précieuse, et même si je t'aimais et que je savais à un certain niveau que leur traitement était mal, je ne l'ai pas contesté, parce que le contester aurait signifié examiner mes propres croyances. Et j'ai senti des larmes monter à mes yeux, et j'ai dit « J'avais besoin que tu me défendes, Michael. J'avais besoin que tu me voies et que tu prennes ma défense. Et au lieu de ça, tu m'as laissée assise là mois après mois, me sentant comme si je n'étais pas assez bien pour ta famille. » Et il s'est rapproché de moi sur le canapé et a dit je t'ai manqué d'une manière fondamentale, et je suis tellement désolée. Et je pouvais voir qu'il le pensait, mais désolé n'était pas suffisant. Et j'ai dit, j'ai besoin de savoir que si nous restons mariés, tu me choisiras vraiment, tu me choisiras. Vraiment, même si cela signifie aller à l'encontre des souhaits ou des opinions de ta famille. Et Michael a pris mes mains dans les siennes et a dit, je te choisis, Sarah. J'aurais dû te choisir depuis le début, mais j'étais faible, et j'ai laissé le jugement de ma famille obscurcir le mien. Mais ce soir, quand j'ai vu ma mère t'appeler la pauvre, et quand j'ai entendu mon père mépriser ton travail, et quand j'ai réalisé à quel point il t'avait blessé, quelque chose s'est brisé en moi, et j'ai vu clairement pour la première fois combien de dégâts j'avais laissé faire. Et je l'ai regardé, cherchant sur son visage des signes qu'il comprenait vraiment. Et j'ai dit « À quoi ressemble réellement le fait de me choisir, Michael? Parce que j'ai besoin d'actions spécifiques, pas seulement de mots. » Et il est resté silencieux un moment, puis il a dit « Cela signifie que s'ils font un commentaire méprisant à ton sujet, je le coupe immédiatement. Cela signifie que j'arrête de minimiser tes sentiments quand tu me dis que quelque chose qu'ils ont dit t'a blessé. Cela signifie que je leur fais clairement comprendre que te manquer de respect signifie endommager leur relation avec moi. Et cela signifie que je travaille activement à examiner mes propres préjugés sur l'argent, la classe sociale et le succès, parce que je réalise maintenant que j'ai hérité d'un système de valeurs toxiques de leur part.
et j'ai senti quelque chose se relâcher légèrement dans ma poitrine parce que c'était des engagements concrets. Et j'ai dit, j'ai besoin que tu saches que regagner ma confiance va prendre du temps, ce n'est pas réglé à cause d'une seule conversation. Et Michael a hoché la tête et a dit, je comprends et je suis prêt à faire le travail aussi longtemps qu'il le faudra. 3 mois après le dîner de confrontation, je suis allée au domaine familial un dimanche après-midi et j'ai réalisé en me garant dans l'allée circulaire que je ne ressentais pas le nœud familier d'anxiété dans mon estomac, que je ne ressentais pas la tension défensive dans mes épaules qui avait toujours accompagné ces visites. Et quand Patricia a ouvert la porte, elle m'a souri chaleureusement et a dit: Sarah, c'est si bon de te voir. Et son ton était sincère plutôt que théâtral. Et à l'intérieur de la maison, l'atmosphère semblait fondamentalement différente, de manière à la fois évidente et subtile. Et nous nous sommes réunis dans la salle à manger, où Michael parlait déjà avec son père, et j'ai entendu Robert dire: alors, j'aimerais en fait ton point de vue sur quelque chose, Sarah. Nous envisageons des investissements dans la technologie et j'ai réalisé que je ne comprends pas le secteur aussi bien que je le devrais. Et il semblait sincèrement intéressé plutôt que condescendant. Et pendant le dîner, Patricia m'a posé des questions sur ma nouvelle aventure dans l'investissement. Providentielle, et elle a écouté attentivement pendant que j'expliquais que je me concentrais sur le soutien aux fondatrices dans des industries sous-représentées, et elle a dit: cela semble incroyablement significatif. Avec combien d'entreprises travailles-tu? Et je lui ai parlé des 4 startups de mon portefeuille actuel, et elle a posé des questions de suivi intelligentes sur ma thèse d'investissement et mon processus de due diligence. Et Vanessa était plus silencieuse que d'habitude. Mais quand elle me parlait, son ton était respectueux bien qu'encore un peu tendu, et elle a mentionné qu'elle avait lu un article que j'avais écrit pour TechCrunch sur la mise à l'échelle des équipes d'ingénierie, et elle a dit: Tu as soulevé de très bons points sur la culture. Et je pouvais dire que le compliment ne lui venait pas facilement, mais j'ai apprécié qu'elle fasse l'effort. Et Michael a croisé mon regard de l'autre côté de la table et a souri, et j'ai senti une chaleur entre nous qui avait manqué depuis trop longtemps. Et après le dîner, quand Robert a demandé si je voulais voir sa nouvelle installation de bureau à domicile, Michael n'a pas essayé de rediriger la conversation ou de trouver des excuses pour partir plus tôt. Au lieu de cela, il nous a suivis à l'étage, l'air fier pendant que son père me montrait le bureau debout et la rangée de moniteurs et me demandait mon avis sur diverses spécifications techniques. Et plus tard dans la soirée, quand des amis de Patricia sont passés pour le café, j'ai remarqué qu'elle m'a présenté en disant: Voici notre belle-fille Sarah. C'est une entrepreneure et investisseuse en technologie. Et il y avait de la fierté dans sa voix plutôt que le mépris subtil qui colorait autrefois chaque présentation, et une de ses amies a dit: Oh, j'ai lu un article sur vous dans Forbes. Quelle réussite impressionnante. Et Patricia a hoché la tête avec enthousiasme et a dit: Nous sommes si fiers d'elle. Et j'ai senti la main de Michael sur le bas de mon dos, et je savais que si l'ami de Patricia n'avait pas été là, il aurait interpellé sa mère sur l'histoire révisionniste, lui aurait rappelé que la fierté était un développement récent, parce qu'il avait tenu sa promesse de tenir sa famille responsable, et en rentrant ce soir-là, j'ai dit à Michael: C'était en fait agréable. Et il m'a serré la main et a dit: Ils essaient vraiment. Je peux les voir se reprendre activement quand ils commencent à retomber dans de vieux schémas. Et j'ai hoché la tête et j'ai dit: Je le vois aussi. Et j'apprécie l'effort, même si une partie de moi est encore en colère contre les années qu'ils ont gâchées. Et Michael a dit: C'est juste, tu as le droit de ressentir les deux à la fois. Et j'ai réalisé que ce qui semblait le plus différent n'était pas seulement leur comportement changé, mais ma propre relation changée à leur approbation, parce que j'étais entrée dans cette maison en sachant que ma valeur existait indépendamment de leur reconnaissance, et leur respect nouvellement trouvé était gratifiant, mais ce n'était plus quelque chose dont j'avais désespérément besoin. 1 an après la publication de l'article de Forbes, j'étais assise à mon bureau, dans mon bureau à domicile, regardant par la fenêtre les feuilles d'automne tomber en lente spirale.
et j'ai réalisé que je me sentais fondamentalement différente de ce que j'avais ressenti pendant toutes ces années à endurer le mépris de mes beaux-parents. Et la différence n'était pas seulement qu'ils me traitaient maintenant avec respect ou que Michael avait appris à vraiment me défendre, ou même que j'avais atteint un succès professionnel indéniable. La différence était que j'avais finalement intériorisé une vérité que j'avais connue intellectuellement, mais jamais entièrement crue, à savoir que ma valeur avait toujours existé, indépendamment de la capacité ou de la volonté de quiconque de la reconnaître. Mon téléphone a vibré avec un texto de Patricia me demandant si Michael et moi venions dîner le dimanche et mentionnant qu'elle avait invité une fondatrice que je pourrais vouloir rencontrer qui levait un tour de financement d'amorçage. Et j'ai souri en voyant à quel point la dynamique avait complètement changé. Comment elle se positionnait maintenant comme quelqu'un qui pouvait ajouter de la valeur à mon réseau professionnel, plutôt que comme quelqu'un qui devait tolérer ma présence aux réunions de famille. Et j'ai répondu par texto que nous serions là, puis je suis retournée à l'examen d'un pitch deck d'une start-up de la santé, fondée par deux femmes qui avaient quitté des carrières d'entreprise réussies pour construire quelque chose de significatif. Et je me suis surprise à penser à la façon dont j'aurais pu rejeter mes propres ambitions si j'avais écouté les suggestions de Patricia 5 ans auparavant sur la poursuite de chemins plus stables et conventionnels. Ce soir-là, Michael est rentré du travail et m'a trouvé dans la cuisine en train de préparer le dîner. Il a passé ses bras autour de moi par derrière et a dit Grand jour demain, parce que je donnais le discours d'ouverture à une conférence sur les femmes dans la technologie, et il avait libéré son agenda pour être là. Et je me suis appuyée contre lui et j'ai dit Je suis un peu nerveuse en fait. Et il m'a embrassé la tempe et a dit Tu vas être incroyable, tu l'es toujours. Et j'ai senti la sécurité de savoir qu'il me voyait clairement maintenant et qu'il avait fait le travail difficile d'examiner ses propres préjugés et de démanteler activement le système de valeurs toxiques qu'il avait hérité de sa famille. Le dimanche suivant, nous sommes allés au domaine et j'ai remarqué que je ne cataloguais plus les voitures chères dans l'allée, que je ne me préparais plus à des insultes subtiles ou que je ne préparais plus de réponses défensives à des critiques anticipées. Au lieu de cela, je suis entrée en me sentant sûre de qui j'étais exactement et de ce que j'avais accompli, et pendant le dîner, Robert a mentionné qu'il avait lu sur l'importance croissante de l'intelligence artificielle dans les opérations commerciales, et il a demandé mon point de vue sur les applications qui étaient vraiment transformatrices par rapport à celles qui n'étaient que du battage médiatique, et nous avons eu une conversation de fond sur l'apprentissage automatique et l'automatisation. Et j'ai regardé Vanessa écouter attentivement, même si sa propre carrière en finance n'avait rien à voir avec la technologie. Et Patricia a servi le dessert et a mentionné qu'elle faisait du bénévolat avec une organisation qui fournissait un mentorat d'affaires aux femmes des communautés mal desservies. Et elle a dit Je n'arrête pas de penser à ce que tu as dit sur l'accès et l'opportunité, Sarah, sur le fait que le talent est universel, mais pas les ressources. Et j'ai reconnu mes propres mots du discours d'ouverture de la conférence qui m'étaient renvoyés, et j'ai ressenti quelque chose de complexe. Un mélange de satisfaction qu'elle apprenait et grandissait sincèrement et une douleur résiduelle pour les années où elle ne pouvait pas voir au-delà de ses propres définitions étroites du succès. En rentrant ce soir-là, Michael a dit Ma mère essaie vraiment. As-tu remarqué comment elle applique réellement des choses que tu as dites? Et j'ai hoché la tête et j'ai dit J'ai remarqué et j'apprécie, mais je veux aussi que tu saches que même si je suis heureuse que notre relation avec ta famille se soit améliorée, je n'ai pas besoin de leur validation comme je pensais en avoir besoin avant. Et Michael m'a serré la main et a dit Je sais, je peux voir la différence en toi. Tu entres dans cette maison maintenant comme si tu savais exactement qui tu es. Et j'ai réalisé que c'était précisément ça. J'avais enfin appris que ma valeur n'était pas déterminée par leur reconnaissance ou celle de quelqu'un d'autre, que j'avais toujours été exactement aussi précieuse que je l'étais maintenant. La seule chose qui avait changé, c'est que je le croyais enfin moi-même. Et cette croyance était la victoire la plus vraie et la plus durable de toutes.